Pour le coup de com', les vœux de Marine Le Pen à la presse, on va y arriver, c'était mardi matin, en 2 mots. J'aurais adoré éviter le mot, mais quenelle et petit four. Ben voilà, la quenelle de Dieudonné, évidemment, c'est l'info qui a dominé toutes les autres cette semaine dans tous les médias, sur tous les écrans. Dieudonné, plus important que le chômage, le pacte de responsabilité, la Centrafrique et les intempéries. Un barnum médiatique qui s'est déplacé jeudi à Nantes où tous les journalistes attendaient le show du provocateur. Sigor Ibanez et Brice Gouronec pour le contre-champ de Medial Mag. Jeudi dernier, le Zénith de Nantes sous haute surveillance policière. Il est 18h. 5000 spectateurs attendent l'ouverture des portes pour assister au spectacle de Dieudonné. Une centaine de journalistes couvrent l'événement. Pour l'instant, les portes du Zénith restent closes. Jean-Michel Decaze est sur place pour iTélé depuis 9h du matin. Mais il n'a pas encore aperçu l'humoriste qui reste retranché dans la salle. Dieudonné, il est à l'intérieur, là derrière. Je pense qu'il doit bien se marrer. Parce que, quelque part, on lui fait une publicité absolument extraordinaire. Il va remplir ses salles. Celles qui n'étaient pas remplies encore vont être remplies vraiment très très vite à Nantes. En 2 jours, 300 places vendues à la Fnac en centre-ville, en 2 jours. Une publicité médiatique pour Dieudonné à son apogée jeudi. À la télé, les chaînes d'infos tournent en boucle sur la possible annulation de son spectacle. La une cet après-midi, c'est évidemment l'affaire Dieudonné. On attend d'un instant à l'autre la décision du tribunal administratif de Nantes. C'est le feuilleton de la journée. L'affrontement entre Dieudonné et Manuel Valls. Il est 14h20. Le tribunal administratif de Nantes annonce qu'il autorise le spectacle. Priorité au direct sur BFM TV, l'arrêté d'interdiction est annulé en référé réaction à Nantes. En direct, l'avocat Dieudonné. C'est donc une victoire totale et complète en ce qui concerne Dieudonné Mbala Mbala, qui va donc pouvoir ce soir jouer son spectacle Le Mur à la salle de Saint-Herblain du Zénith. Face aux caméras, l'avocat de l'humoriste mène la bataille de la com. Le grand absent de la journée, c'est Dieudonné. Il refuse les interviews depuis la diffusion d'un extrait de son spectacle sur France 2 il y a 3 semaines. Dans cette séquence filmée en caméra cachée, il s'attaque au journaliste Patrick Cohen. Tu vois, lui, s'il est Antoine, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire ses valises. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. Pour Richard Malka, l'avocat de Radio France qui emploie Patrick Cohen, l'humoriste refuserait de parler aux médias par antisémitisme. Il y a une certaine cohérence à sa stratégie. Il considère que les médias dont vous faites partie sont des médias officiels aux mains du lobby juif qui tire les ficelles. Donc, et c'est ce qu'il dénonce à longueur de spectacle. Donc il ne peut pas s'adresser à ces médias-là. Son public ne le comprendrait pas. Et ce jour-là, tout va très vite. 4 heures à peine après l'annonce du tribunal de Nantes, coup de théâtre. La victoire change de camp. Je peux vous affirmer que le spectacle est interdit selon le Conseil d'État qui a donc cassé la décision du tribunal administratif de Nantes. Emmanuel Valls, lui, ne boude pas les micros, bien au contraire. En moins de 20 minutes, il prend la parole à la télé. De savoir que le Conseil d'État a pris une décision que je résumerai par une seule phrase. La République a gagné. Une victoire aussi pour la communication du ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a lancé la croisade anti-Dieudonné. Son but, incarner dans les médias l'opposition à l'humoriste. Avec en coulisses une stratégie politique bien rodée. Manuel Valls cherche à renforcer son image d'antiraciste, il cherche à renforcer son image d'homme de gauche qui a été mise à mal par ses déclarations sur les Roms. Attaquer Dieudonné, pour lui, c'est vraiment très très pratique parce que tout de suite on a un diable identifiable, quelqu'un qui en plus est dans l'excès, dans la caricature, qui se caricature lui-même, donc qui lui rend service. De ce point de vue-là, c'est facile de l'attaquer et d'apparaître après comme le chevalier blanc. Devant le Zénith, après l'annonce du Conseil d'État, le directeur départemental de la sécurité publique propage l'info. Mesdames et messieurs, le spectacle est annulé. Mais le spectacle pour les journalistes se déroule aussi devant la salle, avec une partie du public de Dieudonné resté sur place. Ils assurent le show face aux caméras. Leur jeu, glisser des quenelles aux journalistes en direct à la télé. Quenelle pacifiste, quenelle pacifiste. Leur cible, les envoyés spéciaux des chaînes d'infos. Voilà un petit extrait de cette ambiance ce soir. Voilà. On est solidaires de Dieudonné ce soir. Et même quand sa caméra s'éteint,
La journaliste dit télé, ici à droite, continue d'être prise à partie par des fans de l'humoriste. Quand t'es un journaliste qui a des titres, quand tu envoies un reportage à ton patron, si ton patron te biaise ton reportage, tu te dois de démissionner. Et on a entendu ce soir énormément de slogans contre les journalistes. Beaucoup sont venus nous voir pour nous demander pourquoi vous mentez tout le temps, pourquoi vous trafiquez tout, tout est monté, tout est étudié par vos chefs, etc. Donc ils ont vraiment une obsession sur ce qu'ils appellent le 4e pouvoir. Il est 21h, Dieudonné quitte enfin le Zénith, sans dire un seul mot à la presse. Il salue ses fans d'un bras tendu. Ultime provocation devant les caméras. C'est la fin du cirque médiatique. Et pour se poser la question de la responsabilité médiatique dans ce dossier, pour comprendre ce qui ressemble de plus en plus à un piège dans lequel les journalistes sont tombés, j'ouvre tout de suite le débat de Média Le Mag. Avec les journalistes Claude Askolovitch et Éric Nolot. Claude Askolovitch qui publie Nos mal-aimés, ces musulmans dont la France ne veut pas chez Grasset. Éric Nolot, vous publiez aux éditions Blanche Dialogue désaccordé avec Alain Soral, un autre banni médiatique condamné via sa maison d'édition pour antisémitisme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Je disais là en préambule que j'ai eu le sentiment, en voyant le temps d'antenne consacré à Dieudonné cette semaine, que le piège s'était refermé sur les journalistes. Jamais il n'a eu autant de publicité gratuite. Est-ce qu'il y avait une autre solution, Claude Askolovitch? De la part des journalistes? Oui. Il y a un effet de système, alors on peut le regretter, mais c'est le monde dans lequel on vit. Oui. Quand il y a un événement comme celui-là, alors parfois c'est des événements importants, parfois c'est des événements dérisoires, parfois c'est des événements dérangeants, les caméras et l'attention se focalise sur cet événement et on en fait trop et trop. Oui, c'est un effet systémique qu'on peut parfaitement regretter, mais on ne le découvre pas avec Dieudonné. Il y en aura d'autres. Donc considérer que dans notre métier nous tombons dans des pièges mais parce que nous ne faisons plus... On peut continuer de le dire, qu'il faudrait peut-être avoir un petit peu plus de discernement et pas forcément être dans ce clou qui chasse l'autre en permanence. Mais bon. Ça c'est un autre sujet. Oui. On a vécu cette semaine le climax de la tragédie sociale des Goodyear à Amiens-Nord. On en a parlé au début de la semaine, parce qu'il y avait eu cette prise d'otage, cette retenue de 2 cadres dirigeants, pendant 30 puis après on l'a oublié, sauf que les types sont encore en train de crever. C'est pas pour faire de la démagogie, je pense que Dieudonné mérite tout ce qui lui arrive, mais évidemment il y a quelque chose de très perturbant à voir un événement occulter tous les autres. Mais c'est aussi parce que l'affaire Dieudonné a été déclenchée quand Dieudonné s'en est pris à l'un d'entre nous, le journaliste qui présente la première matinale de France. Vous pensez qu'il y a un petit réflexe de corporatisme aussi? Non, pas de corporatisme chez les journalistes, je suis très surpris. Vous allez très loin dans cette dénonciation. Il y a plein de corporatisme chez les journalistes, mais je pense que ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un effet de système. D'accord. Éric Nolot, vous avez saturé cette semaine? Non mais, quelle est la thèse de Dieudonné? Dieudonné dit, moi je suis un humoriste anti-système. Qu'est-ce qui se passe? Il a tout le système médiatique contre lui, plus tout l'appareil d'État qui se mobilise pour interdire une de ses représentations. Donc, conclusion, le grand vainqueur médiatique de la séquence, pour l'instant, c'est Dieudonné. Alors, est-ce qu'il y avait Malgré l'interdiction de son spectacle jeudi. Oui, après, ça va se compliquer pour lui. Est-ce qu'il y avait une autre solution? Oui, c'était de s'en tenir à la loi telle qu'elle existait, c'est-à-dire sanctionner Dieudonné à chaque fois qu'il se livre à une dérive antisémite, au lieu de se livrer à ce bricolage politico-judiciaire. Ça, c'est côté politique. Côté médiatique, il n'y avait pas d'autre solution que d'en parler? Il fallait en parler avec discernement, mais moi, vous savez, ce qui me fait rire, c'est que vous avez cité mon livre d'entretien avec Soral, ou plutôt contre Soral. Il y a 3 mois, on m'expliquait que c'était abject, et maintenant, tout le monde m'appelle pour me demander le portable de Soral pour discuter avec lui. Moi, je suis pour l'analyse. Il faut arrêter ce bouillonnement médiatique où rien ne se dit pour aller au fond des problèmes, à la racine des problèmes. On va essayer ici de prendre un peu de temps pour analyser. Et on peut nous dire aussi qu'on offre 20 minutes de publicité gratuite et d'exposition à Dieudonné, d'une certaine façon. Mais je crois que c'est notre rôle d'analyser le travail des journalistes. C'est pas de la publicité. Essayons de comprendre. Alors attendez, d'accord, on va essayer de comprendre. Mais non, je prends la parole parce que pourquoi je dis publicité? Parce que c'est tout simplement ce que dit l'ancienne productrice de Dieudonné, Christelle Camus. C'est une interview donnée il y a à peine un mois à BFM TV. On l'écoute. Moi, au début, quand j'ai lancé la tournée avec Dieudonné, j'ai dit Dieudonné, il va falloir des affiches pour coller dans la rue. Affiches, flyers, comme je fais avec tous les artistes. Et il m'a dit non, ne t'inquiète pas. Les associations vont bien s'occuper de faire la promo pour nous. Quelles associations? Les associations juives. Mais en fait, en saisissant les maires, à chaque fois, comme avec Monsieur Juppé à Bordeaux, il y a eu un communiqué de presse, comme quoi la LICRA demandait à Monsieur le maire l'interdiction du spectacle de jouer. Et donc, ça vous fait la une des journaux. Donc après, ça vous a fait vendre plus de places? Mais énormément. On vendait 1000 places par semaine dès qu'il y avait un article qui sortait. Donc on est dans une stratégie Dieudonné, on tombe dedans. Non, là on parle de discernement. C'est qui cette brave dame?
C'est la dame son ancienne productrice. Très bien, c'est donc la dame qui a monté la tournée Foxtrot, où il faisait chanter Shoah Nana, bien après qu'il ait fait monter Forisson négationniste sur scène, après donc 8 à 9 ans de délire antisémite permanent, et elle devient le référent moral. C'est une plaisanterie. Ah, je dis pas que c'est un référent moral. Non, mais je dis que, je parle au spécifiquement. contraire, on a quelqu'un de l'intérieur qui nous dit voilà ce que cherche à faire Elle Dieudonné. est présentée comme un référent. C'est pas ce que j'ai dit. Mais pas vous. La télévision, en l'occurrence, BFM, ça aurait pu Moi, être ce qui une m'intéresse, autre. c'est la stratégie de Oui, mais Dieudonné. moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parlait de discernement. Ce n'est pas faire preuve de discernement que de tendre le micro à cette dame comme si elle était pure de toute, mon Dieu, complicité avec ce qu'a véhiculé Dieudonné, au prétexte qu'à un moment donné, il laisse tamper qu'il lui doit de l'argent. Cette dame a organisé la tournée d'un non-humoriste antisémite il y a donc quelques mois. Très bien. Non, c'est juste la présentation des choses. Par exemple, non-humoriste, ah oui, c'est un non-humoriste. Non, mais non-humoriste, c'est une mauvaise manière de présenter les choses. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il t'amuse? Ça veut dire que... Eric, il t'amuse? Non, il m'amuse pas dans ses délires Bah, antisémites. voilà. Mais pour le reste, il m'amuse beaucoup. Tout le monde reconnaît que c'est un des humoristes français les plus doués. Mais quelle est la situation? Ça veut dire que les 5600 personnes qui ont acheté un billet pour Dieudonné à Saint-Herblain, spectacle interdit, sont des nazillons. On tire le rideau, c'est terminé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de discuter. Ce sont des niais, des complices ou des abusés. Non, mais il faut pas avoir ce mépris pour le peuple. Ah, mais c'est pas le peuple. Si. Les 5600 crétins qui voulaient aller chanter Shoah Nana avec un bouffon ne méritent en rien ma considération. Et c'est même pas journalistique. Dernier mot là-dessus, Eric qui vient le voir pour des raisons antisémites. Eric, c'est pas le peuple. Mais il y a toute une part qui vient de le voir pour un problème de ressentiment populaire et même populiste. C'est ça qu'il faut analyser. De quoi Dieudonné est-il le nom? Pas seulement de l'antisémitisme. Mais je voudrais pas. Je ne suis pas censé reconnaître la validité de l'expression d'un sentiment populaire de trahison qui se manifesterait dans l'applaudissement d'un type qui fait Shoah Nana. Il y a plein de moyens de militer. Il y a plein de moyens de militer. On parlait des goûts durs tout à l'heure. Ils me sont beaucoup plus sympathiques, même quand ils font des bêtises. Je vais reprendre la main. Ce public, on le voit grandir où, notamment sur Internet, Alice. En fait, plus on accuse Dieudonné d'antisémitisme sur les médias traditionnels, ce qu'on fait aussi ici, plus lui, il acquiert d'alliés en ligne. C'est vraiment une équation systématique. Des chiffres en attestent. Sur Facebook, Dieudonné a gagné plus de 75 000 fans en quelques jours. C'est beaucoup, c'est exactement ce qu'il avait gagné dans les 2 mois qui avaient précédé la polémique. Sur YouTube, autre chiffre, le nombre de requêtes comportant le terme Dieudonné a lui triplé entre le 26 décembre et aujourd'hui. Et ces vidéos font désormais plus de 2 millions de vues. C'est donc bien qu'il y a un élan en ligne à la suite de la polémique. Et c'est quoi la stratégie de Dieudonné sur Internet? Sur Internet, ça tient en 3 principes. Le premier, c'est qu'il se fait passer pour un martyr pour susciter l'empathie de sa communauté en ligne. Il produit des contenus qui ne passeraient pas dans les médias traditionnels tant ils sont vulgaires et diffamants. Je vais vous donner un exemple. Sur Twitter, jeudi, il s'adresse à Manuel Valls dans un tweet. Je vous le lis. C'est dans l'après-midi, c'est après le premier jugement qui autorisait son spectacle. Voilà ce qu'il dit à Manuel Valls. C'est très vulgaire, je vous préviens. Manu, la sens-tu? Merci pour votre soutien à ce soir au Zénith. La tournée Le Mur commence. Autant vous dire... il a fait pire, mais disons que ça, normalement, on le passe pas, c'est diffamant et vulgaire. Troisième ingrédient de sa recette, c'est décliner sa marque et vendre des produits dérivés, des mugs, des stickers, etc. Sa compagne a même déposé les marques Quenelle et Quenelle Plus auprès de l'Institut intellectuel, le National de la propriété intellectuelle. Voilà, ça veut quand même bien dire sans doute Quenelle Plus qu'il va vouloir lancer une web TV pour parodier Canal Plus, ou en tout cas faire une chaîne de vidéos. Il a peut-être eu cette idée. Claude Ascolit, moi je voudrais qu'on parle de la logique du bannissement. Mais sur la publicité quand même. Avant toute cette affaire, c'est-à-dire avant le reportage de France Télévisions qui déclenche Manuel Valls... Complément d'enquête, l'extrait du spectacle où il attaque Patrick Cohen. Avant tout cela, Dieudonné, entre autres vidéos, avait posté une vidéo où il invitait à mettre une quenelle dans l'arrière-train du président de la République et où il exhibait Mamadou Sakho, à l'époque juste héros du football français, qui faisait une quenelle. Sakho a dit qu'il avait été piégé après. Et au passage, il vantait un petit peu Forisson, ça mange pas de pain. Cette vidéo sur YouTube, je ne dis pas de bêtises, avait été visionnée à plus de 2 millions d'exemplaires. Donc l'idée que ce serait la séquence actuelle et le fait qu'enfin l'État ait réagi... Ça accroît son audience, en tout cas. Mais elle était déjà là. Démonstration, elle s'accroît. C'est du pipeau absolu. Ceux qui voulaient... Ce sont des chiffres, ils montrent l'accroissement. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. C'est un phénomène qui est né il y a 10 ans dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Les gens qui veulent croire que les Juifs tiennent le système et que Dieudonné sera un martyr, le croient avant Manuel Valls, le croit encore plus si vous voulez après, mais quant à l'audience, plus de 2 millions de vues pour cette vidéo-là. Tu vas dans mon sens. Il était là. Moi, je dis simplement, je suis content d'aller dans ton sens. Comment se fait-il
que Dieudonné attire de plus en plus de fans, que Soral attire de plus en plus de lecteurs. ne va Toi, pas ta bien. réponse, c'est il y a des crétins et des nazis en France. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. À l'analyse je n'ai pas dit ça. Là, c'est l'opération abracadabra. Eric, on interdit Dieudonné, on va interdire la quenelle. C'est comme si les problèmes n'existaient plus. Donc le bannissement, ça ne marche pas. C'est pour ça que vous avez fait ce livre avec Soral. C'est l'analyse qui marche. Il faut confronter les arguments, c'est ça? Que se passe-t-il? C'est pas pareil l'analyse et la confrontation. Sont-ils le nom? Le brouhaha médiatique, on s'en fout. Vous allez bien, on va passer à autre chose. Bon, voilà. Voilà, il faut analyser. Mais sur l'analyse, l'analyse, moi je trouve que la démarche d'Éric, on se connaît, ça va suffisamment. Oui, on voit vous tutoyer, de faire un livre avec Alain Soral, je le rappelle, qui a été condamné via sa maison d'édition pour antisémitisme. Enfin, ça, on peut en reparler parce que c'est une connerie. Mais Soral, mais bon, peu importe. Enfin, moi, j'ai lu votre livre. Il y a des propos. Il s'empêche d'aller jusqu'à l'antisémitisme pour que le livre ne soit pas interdit. Il s'empêche d'aller jusqu'à l'homophobie pour que le livre ne soit pas interdit. Non, mais c'est autre chose. Vous me parlez d'une condamnation qui est ridicule puisqu'il a été condamné pour un pamphlet philosémite de Léon Blois. Donc il y a parfois. C'est factuel, il a été condamné. Je sais bien. Mais parfois dans les tribunaux, il y a un peu des délires. Oui, on sait ce qu'est Soral, Éric le sait, c'est même pour ça qu'il se confronte avec lui. Une confrontation dans un bouquin, même s'il y a une part de marketing et de maison d'édition, est parfaitement licite. Les livres servent à ça. Je ne crois pas, mais je peux me tromper, qu'Éric, dans son émission avec Zemmour, inviterait Soral ex cathedra, aujourd'hui au Dieudonné ex cathedra. Même toi, mais je ne crois pas que tu le ferais. Si. Et donc là, et ta chaîne Soral te dit, ou Dieudonné, il pourrait venir sur. Et ta chaîne te dirait, vas-y. S'il y a un moment où il faut écouter les donc tu vas arguments les de Soral et inviter. Dieudonné, évidemment pour les contredire, c'est bien. Vous l'avez proposé. Vous l'avez proposé au patron de la chaîne ou au grand patron du groupe, Nicolas Taverneau. Je suis prêt à le faire pour une raison très simple, c'est qu'il y a un tel brouhaha médiatique que je ne vois pas pourquoi on devrait parler de Soral et de Dieudonné, mais pas avec Dieudonné, avec Soral. Là, c'est complètement, d'un point de vue journalistique, pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Parce que tu n'es pas dans l'analyse, tu es dans la pub. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Toujours une part de pub, tu le sais. Je vais essayer de t'en placer une. Éric Nolot, il y a un risque, à mon avis. On va prendre un exemple, c'est ce dialogue avec Soral. Il y a eu le dialogue désaccordé du livre, mais il y a aussi eu un dialogue sur Internet. D'accord. On voit un extrait où Soral revient sur son bannissement des plateaux à l'occasion de la sortie du livre, et on en parle après. Regardez. Je suis l'homme invisible. Si tu regardes ce qui s'est passé à Canal+, il y a un tribunal autour de toi qui te punit pour avoir simplement osé m'adresser la parole. Et il y a ma photo en énorme derrière avec marqué mon nom, comme si j'étais le docteur Mabuse, tu vois, ou Fantomas. J'adore ça, je trouve ça génial, parce que toi tu prends les glavios, moi je touche les droits d'auteur. Mais c'est pas normal. Vous les touchez à deux, hein, les droits d'auteur. Oui, je rappelle, je la règle. C'est 50-50, ça que je voulais dire. C'est 100% des glavios, 50-50 pour les droits d'auteur. Voilà. Alors, dans ce dialogue sur Internet, comme dans le livre, vous vous tutoyez. On a le sentiment d'une proximité entre vous. Moi, elle m'a gêné en tant que lecteur. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans un autre piège, celui de la banalisation par la proximité? Est-ce que vous avez déjà entendu deux boxeurs se vouvoyer sur un ring? Vous pensez vraiment qu'on se vouvoie entre boxeurs sur un ring? Le vouvoiement, elle sert à la mise en distance. Là, ça ressemble plus à un combat de boxe qu'à un échange, parce que c'est à la limite. C'est pas le sentiment, moi, que j'ai eu comme lecteur. Je peux vous dire que moi, c'est le sentiment que j'ai eu en menant ce là, dialogue. Vous seriez monté sur un ring. On est au bord de la rupture à plusieurs reprises, parce que Soral pousse tellement loin le truc que le dialogue devient plus que désaccordé, devient presque impossible. Vous avez vu cet entretien, ce qui m'a gêné, c'est une autre chose, un détail dans l'entretien. À un moment, il explique tout à fait, à sa manière d'ailleurs un peu brouillonne, que la communauté juive n'est pas agressée, qu'elle n'a pas à se plaindre. Et vous ne réagissez pas à ça, alors que vous auriez très bien pu lui répondre qu'il y a quelques mois de ça. Oui, mais là, en l'occurrence, dans le dialogue, vous ne parlez pas de Mera, vous ne parlez pas du gang des barbares. Je ne parle pas dans le livre, je parle dans le. Oui, mais enfin, prenez le livre en compte. Mais donc, c'est le risque, c'est de laisser passer des propos. Je ne les laisse pas passer dans le livre. Écoutez, mais écoutez. C'est pour ça que je suis désolé. On n'a pas la même position sur le fait d'inviter, par exemple, Dieudonné Soral. Mais là, honnêtement, est-ce qu'en l'invitant, on tombe pas dans ce piège là? Mais c'est un autre sujet. C'est pour ça que je pose cette question. Il y a plein de livres de Mera et du gang des barbares. Me dis pas ça. Je pense. Moi, je pense que si tu essayes aujourd'hui d'inviter Soral ou Dieudonné dans l'émission que tu fais avec Zemmour, c'est encore un autre sujet, ça ne se fera pas. Et je pense que c'est une bonne chose, ça ne se fait pas. C'est là où on a un vrai point de désaccord. Ouais. Pour autant, on peut dire à quelqu'un, t'es un gros connard antisémite ou t'es un gros connard raciste, le tutoiement, Éric parle pas comme ça. Moi, j'ai plus tendance à parler comme ça. Le tutoiement ne fait qu'accentuer. Je pense que ça n'est pas le sujet. Et encore une fois, le jeu, je le crois vain, parce que tu ne vas pas convaincre Soral, qui est un néo-nazi, de cesser de l'être, et tu ne vas pas convaincre
j'assume, mais tu ne vas pas convaincre les gens qui le suivent de les arrêter. Et ce n'est pas inintéressant. Est-ce que tu crois qu'en et ce n'est pas Dieudonné, tu vas problématique. convaincre Mais je n'ai pas. Mais je ne pense pas. Juste, pardon. Non, le temps file. On revient. Stop, je vous interromps. On revient. Merci, Claude Askolovitch. On ne peut pas se promener avec les négationnistes impunément. On revient. On a bien compris cet argument. On revient sur la stratégie de communication de Dieudonné et notamment sur l'utilisation d'Internet. On en a parlé tout à l'heure et de YouTube. Il y poste régulièrement des vidéos. Je vous propose d'analyser celle qui a été publiée le 21 décembre dernier. Elle a déjà été vue près de 420 000 fois et c'est Denis Bertrand qui l'analyse pour nous. Voici Denis Décode. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors vous attendez ma réaction là, parce que c'est vrai que là ça bouge en ce moment. Le décor présente un pot-pourri de signes. Référence au showbiz avec le trophée, référence au combat avec le geste de ralliement, référence aux politiques avec le drapeau français. On est dans le pastiche. Donc, le mouvement de la quenelle est arrivé, arrive au sommaire. Là, on est au cœur de toutes les attentions. Mais Dieudonné est-il humoriste ou politicien? À l'un, les jeux de la distance et du détachement. À l'autre, ceux de la conviction et de l'engagement. Dieudonné choisit le politique. Il s'institue en représentant légitime. J'ai eu la sensation de n'être qu'un intermédiaire entre le peuple aujourd'hui et cette petite poignée de dirigeants esclavagistes. Rival d'un représentant destitué. Là, il est dans la merde, François. Parce que c'est votre président, mais il ne représente plus que dalle. 15% des Français apparemment. Et encore, je crois que les chiffres sont gonflés. Il se proclame fondateur d'un mouvement avec l'appel au combat. Plus vous m'aidez, évidemment, et plus on met le système en difficulté. Le conflit l'obsède. Depuis l'argumentation dans la lutte politique. Ouais, je serai l'ennemi de la République, mais réveille-toi, putain. L'ennemi de la République, mais c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité. C'est pas l'humour. Enfin, t'es malade ou quoi? Vous êtes fous, les mecs. Jusqu'à la guerre judiciaire par avocats interposés. Il y a eu un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre monsieur Jakubowicz. Et surtout, il dessine un programme, celui de l'antisystème. Mange, consomme. Et si tu veux pas, t'es un mauvais esclave. C'est l'esclavagisme contre la Shoah, celle-ci tournée en dérision. On va s'occuper donc des justes, justes parmi les justes. Car s'il y a eu des justes en France, ce sont des maîtres quenelliers. Il ne peut en être autrement. Dans tout cela, il ne reste que des résidus d'humour. Le choix du politique signe l'effondrement du comique. En résumé, dans l'histoire croisée de l'humour et de la politique, Dieudonné présente un cas limite. Il assume au premier degré le rôle du leader militant. Représentativité, conflictualité, programme. Mais ce choix a un prix. Ça ne fait plus rire. Dieudonné, qui, je le rappelle, utilise YouTube, mais refuse de venir sur les plateaux télé quand on l'invite. Nous, on lui a proposé de prendre la parole dans le cadre du reportage que vous avez vu tout à l'heure. Il a refusé. Je voudrais qu'on regarde la une du Nouvel Observateur cette semaine, qui met sur un même plan Dieudonné, Alain Soral et Éric Zemmour pour symboliser la haine et le voyage dans une France xénophobe que propose le magazine. Éric Nolot, vous co-présentez toujours une émission sur Paris Première avec Zemmour. Réaction à cette couverture de l'Obs? Lamentable, ignoble d'un point de vue journalistique, consternant. Et puis écoutez, franchement, pour parler de faits basiques, il y a Dieudonné qui, à propos de Patrick Cohen, regrettait que les chambres à gaz n'existent plus et il est mis sur un plan d'égalité avec un intellectuel juif. Alors si c'est pas une faute de goût, et la faute de goût c'est plus qu'une faute de goût, c'est bien pire que ça. Je sais pas quoi vous dire, ça me dépasse. Claude Askolovitch. Le fait d'être un intellectuel ou un journaliste juif ne vous rend pas immune de toute responsabilité. Mais c'est embêtant de parler de Zemmour quand il n'est pas là et quand on s'est confronté, on y allait. Mais quand la réponse de l'Obs, c'est de dire Zemmour a été condamné. Oui, mais quand Éric Zemmour, par exemple, à propos de malheureux immigrants clandestins africains qui se noient, dit que c'était des gens qui se préparent à nous envahir, il est pour le moins dans la haine ou dans l'odieux. Après, on peut discuter des hiérarchies. Cette couverture, dont je comprends la confusion, ne me dérange en rien. Et il y a un rôle politique et des paroles répétées d'Éric Zemmour, que je connais moi aussi depuis très longtemps. Je vous donne un exemple. On parle beaucoup de Dieudonné, je suis ravi. Tu trouves qu'il a sa place sur cette couverture? Il ne départ pas, il y en a d'autres qui pourraient y être. Je trouve qu'il est très bien, mais c'est là où on diverge sans doute avec Éric. Je trouve ça très bien que l'État ait agi, même lourdement, contre Dieudonné. J'attendrai que l'État agisse très lourdement contre des sites qui appellent à la haine contre les musulmans, parfois à tirer dans le tas, des sites comme... comme Résistance républicaine,
comme Riposte laïque ou des sites comme celui de Robert Ménard sur lequel une dame qui s'appelle Madame Christine Tassin, il y a un peu moins d'un an, a écrit que l'État devrait interdire visuellement tous signes de la religion musulmane, puis tirer dans le tas si les musulmans manifestaient. Isabelle Je regrette que la justice de Sainte-Christiane Taubira n'agisse pas là-dessus. J'aurais été obligé de vous interrompre plusieurs fois. Isabelle Vermasson, à vous le dernier mot. Qu'est-ce qui vous frappe Mais moi, je reprendrais ce que vient de dire Claude Askolovitch. C'est vrai que comme Zemmour, Dieudonné prospère sur l'idée que sa couleur, que le fait qu'il soit noir, le protège de l'accusation de racisme. Comment peut-on être raciste puisqu'on est victime du racisme? En fait, il est protégé par sa couleur et ça lui permet, depuis le début, d'ailleurs, d'attaquer les communautés, dont la sienne. On se souvient qu'avec Elie Semoun, ils attaquaient, lui, les Noirs, l'autre, les Juifs. C'est encore en dérision. On riait constamment, mais on était quand même dans la dérision contre les communautés. C'est la confusion, c'est le borderline. C'est là-dessus que Dieudonné prospère. La confusion entre l'antisémitisme et l'antisionisme, la confusion entre la concurrence des victimes, la confusion entre l'humour et la politique. Et cette confusion, elle est gênante. Et dans cette confusion généralisée, Manuel Valls, à mon avis, a obligé les gens à se situer. Il les a obligés à choisir leur camp, au risque, à mon avis, de durcir les clivages, à pousser certaines personnes du côté obscur. Eh ben, à suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Merci à tous les deux. Éric Nolot, je rappelle que vous fêtez la 100e de Sa Balance à Paris sur Paris Première avec comme invité, c'est le 18 janvier, le rocker Graham Parker. Ça, c'est la vraie actualité idole de jeunesse. Parlons des vrais sujets. Ma 100e à Sa Balance. Voilà, mais non, mais ça, c'est un petit cadeau que je vous fais. Elle ambitionne de faire, merci Claude Askolovitch, elle ambitionne de faire du Front National le premier parti de France à l'occasion des élections européennes.